Alors donc on va se trouver ensemble pendant quelques 2 heures en tout. Je vous appelle à couper les portables comme d'habitude. Ce soir c'est une soirée sur la croissance qui a ses recettes. On va essayer de modifier notre façon de voir les choses pour s'appliquer à revoir notre approche sur le développement de l'entreprise et de la vôtre en particulier. Donc à côté de moi Michel Collin, président de la Chambre, qui vous accueille. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à la Chambre des commerces de Caen-Normandie dans cette maison des entreprises. Donc quand je pense que c'était avant l'été, on a partagé un déjeuner avec mon ami Jean-Pascal Torel qui est là, et puis Jean-Marc Buchet, donc, qui est le directeur d'NCI. Ils m'ont présenté ce projet de stratégie. Effectivement, le constat, c'est que le climat est un peu morose, que souvent les entreprises n'ont pas le recul nécessaire ou parfois pas les moyens d'entamer une démarche de stratégie. Et leur proposition a été séduisante et nous avons décidé donc d'organiser cette soirée autour de la croissance et ses recettes, donc principalement la stratégie et le financement. Donc c'est organisé, bien sûr, cette soirée par la Chambre de commerce, le cabinet d'expertise PTBG, la société de conseil en stratégie ALUD et l'acteur du capital investissement régional avec MC. Donc la soirée va se dérouler en 3 temps. Il y a une conférence et table ronde qui va poser la problématique et les enjeux. L'intérêt, c'est qu'on va voir le témoignage direct de chefs d'entreprise qui ont déjà défini une stratégie dans leur propre entreprise et qui feront part des difficultés, des enjeux, etc. Je pense que ça sera très intéressant. Deuxième temps, 2 ateliers en simultané. Donc l'un sur la stratégie avec les témoignages et présentation d'outils pratiques, et l'autre sur le financement et plus particulièrement la levée de fonds et le crowdfunding. C'est pour ça que nous avons une salle à côté. Je reviendrai sur les outils pratiques parce qu'effectivement, on a eu souvent tendance à penser que la stratégie était dévolue aux grosses entreprises avec des gros moyens. Et là, ce qui va être présenté et l'intérêt de la démarche, c'est que ça puisse s'adresser à de la PME et donner accès aux PME, leur donner les moyens d'entreprendre une stratégie. Alors stratégie, parce que c'est nécessaire quand on vit le présent et qu'on doit développer son entreprise. Mais ce qui m'intéressait aussi, moi je trouvais, c'était une stratégie qui permet d'avoir une lecture de l'avenir, alors que souvent, et notamment dans le cadre de transmission, on donne les 3 derniers bilans, c'est-à-dire on donne le passé. Et en fait, le passé, c'est qu'une partie de l'histoire de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de donner éventuellement la trajectoire de façon à faciliter la reprise. Ça aussi, je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant. Donc évidemment, le 3e temps, ce sera un espace d'échange, un forum pour échanger avec les intervenants. Et comme ce sera accompagné d'un cocktail, je pense que ce sera une phase qui sera assez satisfaisante pour tout le monde. Alors ce que je voudrais remercier, c'est Jean-Pascal Torel et Morgane Marc, donc du cabinet PTBG, Yves Guyel de la société Aliud, Hubert de Germay qui est ici avec Anne-Cécile Guiton d'NCI, Nicolas Brige et Julien Aubert d'Oseville de la CCICON, je peux les saluer pour leur travail, et puis remercier surtout les chefs d'entreprise qui sont venus de leur implication, et donc Manuel Colas de Dosselec, Jean-Philippe Dole du groupe Candor, Victor Cobourg de marchéprivé.com, Daniel Pisegna de DPEG, Frédéric Viguier de Didactique et Jérôme Potret de Cotentin Étiquette. C'est un peu fastidieux de citer les gens, mais je crois qu'il faut remercier ceux qui participent. Je voudrais juste terminer
pour prêcher pour notre paroisse et vous rappeler que du 20 octobre au 2 novembre, il y a des élections consulaires. Alors je n'ai pas à faire de prosélytisme pour des candidats ni des listes. D'ailleurs, la solution est beaucoup plus simple que ça, parce que sur notre sort, nous n'avons qu'une liste, puisque les syndicats professionnels de la Chambre de commerce se sont mis d'accord autour d'un programme et de noms, 28 noms qui vont se présenter à vos suffrages pour vous représenter au sein de la Chambre de commerce. Mais c'est important de savoir qu'il faut quand même se mobiliser, même si vous avez qu'une liste. Il suffit qu'il y en ait un parmi vous qui vote pour que la liste passe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'auprès des pouvoirs publics ou auprès des collectivités avec lesquelles nous travaillons, il est beaucoup plus intéressant d'être représenté par 18% de chefs d'entreprise que par 12, ou si on avait 20 ou 22, ce serait encore mieux, et les élections professionnelles ne suscitent pas toujours beaucoup de vocations. Donc, soyons au-dessus de la CGT et de la CGT, faisons mieux, votez pour les chefs d'entreprise qui vous représentent. Voilà, et je vous souhaite une excellente soirée, et donc je passe à la conférence établie. Merci, Président. Bon, je me présente aussi rapidement, Christophe Guillouet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un collaborateur de la Chambre. Quelques précisions sur le déroulement de la soirée, pour être encore plus dans les timings. On va d'abord prendre un temps pour poser le contexte et la thématique d'une dizaine de minutes, puis table ronde, place à nos 5 témoins dans un premier temps pour 35 minutes, suivi d'une mini-conférence avec Alioud et Yves Guillol. Enfin, aux alentours de... C'est du live. Vers 18h40 environ, on va se séparer en 2 groupes. Il y aura un groupe ici sur les fonds propres et un autre groupe sur la stratégie pour travailler sous forme de workshop. Puis on se retrouvera ici juste avant de ressortir à nouveau pour le forum. Un peu de mouvement. La soirée doit vraiment être sous l'angle de l'échange et de la façon de parler la plus directe. Donc c'est comme ça qu'on l'entend. Vous serez amené à bouger, à vous exprimer, et vous en aurez pour toute la soirée. Ça sera également un programme assez serré et timé. Il y a finalement beaucoup d'intervenants et très peu de temps, donc on leur a demandé à tous d'être concis. Et je leur ai même exprimé qu'ils pourraient ressentir un sentiment de frustration, parce que quand on passe beaucoup de temps pour quelques minutes, ça peut être le cas, mais vous serez entendus à toutes ces occasions. Voilà, donc j'appelle Jean-Pascal Torel, associé PTBG, et Hubert de Germay, directeur associé de NCI, pour nous présenter le contexte et la thématique. Bonsoir à tous. Michel, merci beaucoup pour ce mot d'accueil, qui était très sympathique de ta part. Merci de nous avoir permis d'organiser cette soirée. Voilà. Hubert de Germay, on va tous les deux lancer cette conférence. Donc la stratégie et le financement du développement nous semblent constituer les principaux leviers de la croissance de demain. Ainsi, les études montrent que 80% des sociétés en difficulté le sont en raison d'une défaillance de stratégie ou d'une mauvaise appréciation de l'environnement économique et financier, et que 40% des business models auront changé d'ici 5 ans. Ces évolutions sont liées notamment au développement de technologies disruptives telles que la digitalisation, l'impression 3D et la robotique de pointe, par exemple. Cela signifie qu'aucune entreprise n'est à l'abri de ces transformations. En conséquence, il nous semble nécessaire d'anticiper afin que ces risques, si l'on ne fait rien, deviennent des opportunités de développement. Il y a 20 ans, une entreprise pouvait peut-être se contenter d'être suiveuse pour se transformer, à condition toutefois d'avoir les moyens financiers pour revenir dans la compétition. Aujourd'hui, il est parfois trop tard lorsque l'on constate que son modèle économique a évolué. En effet, tout va très vite. Et comme on dit en stratégie, le concurrent le plus dangereux n'est pas celui que l'on voit, mais plutôt celui que l'on ne voit pas. Chez PTBG, en notre qualité d'expert comptable et de conseil des dirigeants d'entreprise, nous avons l'ambition d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'analyse de leur modèle économique. Pour réaliser ces missions, il nous paraissait nécessaire de disposer d'outils susceptibles d'être mis à disposition des entreprises pour mener à bien ces analyses. Dans ce contexte,
Nous nous sommes rapprochés de la société Alioud, filiale de NCI, dirigée par Yves Guiol, qui intervient notamment dans le conseil en stratégie pour nous accompagner dans l'élaboration d'outils et de méthodes d'analyse. De cette réflexion est née la matrice PME, ou plus précisément une matrice d'analyse de la performance des modèles économiques. Cet outil a vocation à formaliser et ainsi mieux comprendre le modèle économique de l'entreprise. Il permet d'accompagner le dirigeant dans sa réflexion stratégique en identifiant notamment les zones de risque et menaces propres au secteur d'activité, mais surtout d'identifier les opportunités qui peuvent se présenter. Les différentes missions déjà effectuées nous permettent d'en tirer les premiers enseignements suivants. Dans le cadre de nos interventions, le dirigeant doit s'extraire du quotidien pour réfléchir à sa stratégie. Il est toujours utile pour un dirigeant de formaliser son modèle économique. Cela permet notamment de le mûrir dans le temps et de le partager avec ses principaux collaborateurs. Nous avons pu, de façon très pragmatique avec le dirigeant, vérifier la cohérence de son ambition pour son entreprise avec sa stratégie, son plan d'action, sa démarche commerciale et son plan de formation, par exemple. Enfin, cette analyse fait émerger des questions et points à traiter qui sont parfois fondamentaux pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Chez PTDG, nous utilisons également cet outil à l'occasion de création et de transmission d'entreprise, d'élaboration de business plan et d'évaluation d'entreprise. Concernant la valeur d'une entreprise, celle-ci résulte directement de sa capacité à dégager des résultats dans le futur, mais comment bâtir des résultats prévisionnels de bonne qualité sans avoir apprécié la pertinence du modèle économique de l'entreprise. Nous pensons que la matrice PME constitue un bon point d'entrée pour formaliser une réflexion stratégique. C'est véritablement un outil d'aide à la décision qui doit évoluer dans le temps en fonction des réflexions des dirigeants de l'entreprise. Cet outil mis en œuvre par les équipes de PTDG vous sera présenté par Morgane Marc dans l'atelier stratégie. Yves Guiol de la société Alioud sera également présent. Ces équipes interviennent en relais lorsqu'un approfondissement de la réflexion stratégique est nécessaire ou pour accompagner le dirigeant dans le cadre du déploiement d'une stratégie. Cette intervention vous sera également présentée dans cet atelier. Puis je voulais également remercier Yves Guiol et Jean-Marc Buchet, dirigeant de NCI, qui nous ont accompagnés dans le cadre de ces analyses. Voilà. Merci, je passe la parole à Hubert. Merci Jean-Pascal. Donc en effet, on voit bien qu'un outil de réflexion stratégique, c'est un outil pour un cabinet d'expertise comptable. Et donc pourquoi nous, investisseurs en capital, nous avons souhaité un jour créer Alioud, qui est une structure chez nous qui travaille sur ces sujets de la réflexion stratégique. Peut-être que, pour introduire mon propos, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, c'est que rembourser de la dette d'acquisition, ça ne crée pas de valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est de développer une vision, c'est de savoir sur quel marché on se trouve, c'est d'avoir un projet. Et nous, actionnaires professionnels, nous finançons des projets, nous finançons une vision. Et cette vision, il faut la construire. Et donc le levier financier est d'une faible efficacité s'il ne s'appuie pas sur une vraie vision. Donc pour nous, le levier le plus puissant, c'est la réflexion stratégique. C'est la meilleure façon pour nous de créer de la valeur. C'est la meilleure façon que nous avons de faire notre métier d'actionnaire. Donc c'est assez évident pour nous de promouvoir des outils de réflexion stratégique. Alors, cette réflexion stratégique, elle pose, et notre expérience nous le montre tous les jours, elle pose 3 difficultés. La première, c'est la question du temps. La deuxième, c'est la question des données réelles ou factuelles. Et la troisième, c'est la question que j'appelle, moi, des regards croisés. Le temps, c'est difficile pour un dirigeant de s'extraire de l'action, de prendre du recul, de se concentrer sur des sujets qui ne sont pas immédiatement opérationnels. Voilà, c'est difficile, vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est évident. La question des données réelles, c'est également une difficulté, puisque finalement, vous, dirigeants, vous avez tous une vision, vous avez une conviction, voire une intuition, mais tout ça, qui peut être extrêmement moteur, extrêmement fort, il nous faut l'éclairer, l'enrichir par des données réelles. Il y a un moment où ce big data, comme on dit chez nous,
ce corpus de données dans les entreprises, il faut le traiter, l'extraire, le trier, pour en sortir des enseignements et venir enrichir et éclairer cette réflexion du dirigeant. C'est évident. Et c'est une des difficultés. Et la troisième difficulté, c'est les regards croisés, parce que tout ce travail que vous devez faire, vous comme dirigeant, vous ne pouvez pas le faire tout seul dans votre bureau, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'enrichir votre réflexion avec des avis extérieurs, avec des regards croisés, avec des gens qui, autour de la table, voire même ont une position d'indépendant. Moi, je dirige une structure d'administrateurs indépendants qui promeut l'administrateur indépendant justement dans ses organes de réflexion. Et je pense que ça, c'est aussi extrêmement précieux. Voilà. C'est évident que nous, investisseurs, on s'intéresse à ces sujets. Voilà les difficultés qu'on rencontre. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer Alioud. Et c'est vrai qu'Yves vous le présentera naturellement de façon beaucoup plus complète. Et Alioud, on l'a créé parce que, d'abord, face à ces difficultés, il n'y a pas vraiment de réponse en région. Les structures de conseil en stratégie pour les PME, il y en a peu en région. En fait, ce sont des structures parisiennes. Et les budgets d'intervention sont en général hors de portée des PME. Et donc, on a créé cet outil à la fois pour répondre aux besoins des entreprises de notre portefeuille, pour capitaliser sur un savoir-faire qui nous paraît important, et parce qu'il n'y avait pas d'offre. Voilà, très rapidement pour présenter un peu notre propos de ce soir. Merci Hubert de Germay, merci Jean-Pascal Torel. Je vous invite à reprendre vos places. On va poursuivre maintenant avec une mini-table ronde. Alors, une stratégie pragmatique et le bon financement, c'est des ingrédients pour une bonne recette. J'invite nos 5 témoins à venir me rejoindre pour qu'on puisse en parler. Jean-Philippe Doll, Manuel Colas, Daniel Bizenia, Victor Gaubourg et Sébastien Blondeau. Je vais vous prendre un ou deux micros. Alors on part pour environ 30-35 minutes. Il y a 5 personnes, ça fait un timing un petit peu serré, mais on va le faire. Alors pour arriver à gagner un peu de temps, j'ai anticipé avec eux une présentation de chacun, et on travaillera et on échangera surtout sur ces deux volets, stratégie et financement, comment ils ont pratiqué. Là encore, essayons de trouver des exemples et de se repérer parmi eux. Alors le premier, puisqu'on a choisi en fait l'ordre alphabétique, alors c'est Daniel Bizenia, que je vais présenter, 53 ans, marié récemment avec ses 2 enfants, 19 et 16 ans, et d'origine de Falaise. Un gars de Falaise, comme on dit par là-bas, mais c'est aussi un autodidacte bac-3, comme il aime à se le présenter. En effet, de formation CAP VEP électromécanique à Falaise en 81, il débute salarié à Paris 6 ans en tant qu'électricien machine dans une entreprise qui fabriquait des prototypes de voitures. Puis changement de voie pour aller monter des pneus sur les circuits moto. C'est un passionné, une 50aine par week-end, il me racontait. Ça lui a permis de faire le tour de l'Europe et de parler anglais, parce que l'anglais à l'école, c'était pas ça. Début 89, crise et restructuration des entreprises industrielles. Son contrat n'est pas renouvelé chez Dunlop. Il rentre alors chez SPIE pour être conducteur de travaux en électricité. Mais sur un coup de j'en ai marre, en 1993, il quitte SPIE pour démarrer son entreprise avec une camionnette et une boîte à outils. Tout seul au début, il a commencé à embaucher et petit à petit, son métier change. Même s'il tient à ses chantiers, force est de constater qu'il faut se poser et s'organiser. Il décide alors de sortir de chez lui pour rencontrer les autres. Il fait plateau à CCI, sorte de formation club d'entrepreneurs, rencontre du monde. Il embauche alors un technicien en bureau d'études et développe le faire pour ne plus faire. Il grandit, expérimenté du management durant 4 ans chez SPIE, ça lui a permis d'organiser son entreprise et l'embaucher. Sa croissance s'est faite assez rapidement. L'entreprise a aujourd'hui 16 salariés auxquels s'ajoute avec lui sa nouvelle femme qui est avec nous puisqu'ils se sont mariés récemment. Isabelle, elle vient de se marier après 25 ans de mariage, de vie commune, pardon. Alors Daniel, on sait tout de toi maintenant. Le volume des marchés a explosé, on va revenir sur le contexte. Sur quel marché aller? Marché public, particulier, professionnel? Que fais-tu? Non, de toute façon, il faut toujours s'adapter parce que le marché bouge en permanence. Donc effectivement, les marchés sur lesquels on travaillait il y a 10 ans et les marchés sur lesquels on va travailler demain vont complètement être différents. Et effectivement, quand on parle de stratégie, c'est surtout à nous de les envisager et aller au maximum sur les marchés qu'on appelle niche, quoi. Alors comment tu t'y es pris?
C'est quoi ta méthode? Ma méthode, c'est par moment prendre du recul, poser les valises, comme on dit, et puis, je dirais, s'étayer sur ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, et surtout éviter d'aller dans le mur, quoi. Mais encore, comment fais-tu? Comment on fait? Non, le petit secret, il y a déjà les tableaux de bord, je dirais mensuels, parce que j'aime bien savoir où je vais. C'est clair que j'ai été habitué à travailler comme ça et je pourris un petit peu la vie à tout le monde au sein de l'entreprise quand j'ai pas mes tableaux de bord. Je dirais après le 20, une fois que la TVA est faite, une fois que toutes les factures sont rentrées, et voilà. Donc là-dessus, j'avoue que je suis pas toujours facile à gérer de ce côté-là, mais bon, aujourd'hui, sans gestion, on va nulle part, et voilà quoi. Alors une fois que tu as tes tableaux de bord, qu'est-ce que tu en fais? J'analyse comme tout le monde déjà voir où c'est qu'on en gagne, où c'est qu'on en perd, parce qu'on fait pas dedans. C'est vrai qu'il y a des fois où on ne fait pas non plus que de gagner de l'argent, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Et puis, je dirais aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer le maximum, malgré tout, d'anticiper et sélectionner les marchés, même si on s'est trompé, on voit effectivement, quand on fait les déboursés de chantier, peut-être prendre un petit peu de recul et dire, ces clients-là, on va peut-être essayer d'y aller un petit peu moins et essayer d'aller sur d'autres, quoi. Alors on a parlé de marché privé, de marché public. Quel choix? Tu as fait un choix? Non, on fait les deux. On fait les deux. C'est vrai qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui sur le... On a la chance, nous, dans l'entreprise, d'avoir une grosse clientèle privée. Le marché public, déjà, de lui-même, c'est un marché qui s'est complètement appauvri parce qu'on sait très bien aujourd'hui, les finances publiques, elles ont déjà quand même sérieusement réduit. Plus ça ira, plus ce sera difficile. On est quand même sur des marchés énormément concurrentiels qui nous mangent aussi beaucoup de temps en administratif, avec des contraintes aussi de paiement, des fois à perte de vue sur certains chantiers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'aller sur ces marchés-là? Effectivement, on est toujours obligé d'en faire, parce qu'il faut quand même aussi faire du volume par rapport à tout ça. Donc, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que je préfère, moi, continuer à travailler et puis à pérenniser aujourd'hui ma clientèle privée, quoi. Est-ce qu'il y a des moments dans ces réflexions où les décisions sont dures à prendre? Bien sûr, parce qu'il y a des moments, on a beau, je dirais, on est souvent aussi seul, comme beaucoup de chefs d'entreprise, faut pas rêver dans les PME. Quand on est dans des gros groupes, on a en place des DRH, on a des chefs de secteur, on a tout ça, mais quand on est au sein d'une toute petite PME, voilà, je dirais, il y a des moments où on est seul, et c'est bien aussi de pouvoir avoir des relations avec d'autres gens, avec d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que nous, et puis voilà, quoi. 16 salariés, tu as un encadrement qui t'accompagne, tu délègues? Oui, je délègue, même si, alors effectivement, déléguer, c'est un métier qui n'est pas facile. Et il faut aussi des fois, parfois, apprendre, je dirais, surtout accepter que les choses ne vont pas être faites comme nous on les souhaite. Alors c'est vrai, il faut toujours avoir un œil sur le résultat, parce que finalement, il y a quelque part que le résultat qui compte. Il y a aussi effectivement la manière, mais c'est vrai que c'est pas... Moi je suis d'une génération où on sait que déléguer, c'est pas forcément facile, et je dirais aujourd'hui, maintenant j'essaye de le faire de plus en plus. La preuve, c'est que chez moi aujourd'hui, j'ai plus de bureau, quoi. D'accord, donc aujourd'hui tu arrives à dégager du temps et tu prévois des choses peut-être? Voilà, je vais me dégager du temps, donc la nature a horreur du vide. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'investir dans d'autres marchés, dans un autre métier. Et puis voilà, quoi. Donc on va passer de l'électricité à la cuisine. Ça va changer, la cuisine, la vente de vin. Donc on va faire une autre activité. Mais voilà. Tu garderas encore l'entreprise d'électricité? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. J'ai mis, moi, justement, des gens en place pour pouvoir garder cette entreprise. Donc, de toute façon, je serai toujours le chef d'entreprise de cette entreprise. Mais le fait d'avoir, justement, la stratégie, c'était de mettre des gens en place pour faire, je dirais que, même ne serait-ce que pour la revente de l'entreprise plus tard, il faut que l'entreprise elle puisse marcher quand on n'est pas là, quoi. Très bien, Daniel, on va conclure avec... les mots-clés, j'ai demandé mots-clés et principes à retenir. Qu'est-ce qui te guide
en général? Oh, les mots-clés, je vais dire têtu. Ça, c'est quand même un gros mot-clé. Et puis après, faut jamais rien lâcher dans les affaires. Ça aussi, c'est des choses impératives. Et puis voilà, quoi, c'est... J'ai plutôt entendu ténacité que têtu. Ouais, les deux. C'est vrai que j'aime pas lâcher, ne serait-ce que quand on est sur les affaires, oui, je lâche pas facilement et j'aime pas perdre. Entendu, puis toujours faire confiance, même si ça joue des tours, c'est ce que tu m'as avoué. Ouais, c'est vrai, non, mais de toute façon, on va nulle part sans confiance. On a beau avoir plein de choses, on a avant tout des hommes, mais moi je travaille avant tout avec les hommes. Et effectivement, je fais encore partie de ces gens, ces chefs d'entreprise, oui, où on travaille encore avec la confiance. Et c'est ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est que le fait de travailler avec la confiance, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une grosse clientèle privée qui aujourd'hui me fait toujours confiance depuis plus de 20 ans. Merci Daniel. On va passer à Stéphane Blondeau, ça tombe bien, j'ai même l'ordre sous les yeux. Stéphane Blondeau, 44 ans, d'origine angevine. Alors lui, c'est plutôt notre self-made man entrepreneur. Parcours succinct, BTS Action Commerciale en 92. Stéphane, ancien professionnel de la musique, travaille en cuisine à l'étranger pour apprendre aussi l'anglais. Puis il travaille successivement comme salarié en informatique dans les télécoms chez AT&T, je l'ai bien dit, et dans la location de matériel pro, Kiloutou, puis en facility management chez Econocom. Il crée sa première société de sécurité et de gestion informatique à 28 ans, puis 6 ans plus tard, son souhait est alors de travailler pour les personnes âgées. Lors de son parcours pour promouvoir ses projets, il découvre qu'il faut être reconnu et diplômé pour améliorer l'écoute des financeurs. Il se forme et passe alors un executive MBA à Nantes en 2007. Il crée alors Resalia MS, entreprise de conseil à l'accompagnement des porteurs de projets d'aide à la personne. Exploitant ses multiples connaissances, son entreprise est sollicitée et amenée à prendre place dans la gestion d'établissements médico-sociaux en tant que service externalisé. Quand on lui pose la question de formation complémentaire, je pose à tout le monde, il répond « je me forme tous les jours ». Alors aujourd'hui, Resalia poursuit son activité de conseil professionnel et d'accompagnement avec une équipe sur la gestion, sur la santé et la gestion et de la santé d'une dizaine de salariés, ça c'est l'activité conseil. Il détient plusieurs établissements propres et il gère d'autres établissements ayant des autorisations d'exploitation en Normandie et dans les Pays de Loire. L'ensemble représente maintenant plus de 250 salariés. Alors Stéphane, 2 questions. On y va, je crois que ton micro est éteint. Non, ça marche. Bonjour. Bonjour. 2 questions sur la stratégie. Comment pratiques-tu? Tu m'as parlé de réaction stratégique et de décision stratégique. Je me trompe? Oui, non. Tu ne te trompes pas. La réaction stratégique, peut-être tout simplement parce que quand on est chef d'entreprise, la plupart du temps, on essaye de planifier un maximum de choses. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la plupart du temps aussi, ça se passe dans les moments où on est tranquille. En voiture, sous la douche, bref, dès qu'il y a un instant de disponible, on planifie et tout va bien tant que le plan se suit correctement. Sauf que les plans les mieux écrits ne se suivent pas toujours de la bonne façon et assez régulièrement, il faut pouvoir réagir, se repositionner et c'est ce qui nous arrive aussi au sein de Resalia, même si on est sur un environnement, le médico-social qui est quelque chose qui est largement structuré, largement contrôlé. On a besoin tous les jours de pouvoir réagir parce qu'on travaille avec de l'humain et pour de l'humain. Et certaines fois, que ce soit dans la vision que l'on avait de ce que l'on veut réaliser et dans les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir le réaliser, on doit revoir notre positionnement et on est en mode réaction. Donc se remettre en question régulièrement. C'est ce qu'on fait effectivement tous les jours. Comme je le disais, l'humain a ça de génial, c'est que ça n'est pas un robot. On en parlait tout à l'heure avec quelques-uns dans la salle. L'avenir de notre métier sera peut-être effectivement accompagné par de la robotique. Donc c'est une richesse aujourd'hui, mais c'est une des complexités que d'avoir à travailler pour 300 ou 400 personnes, mais avec 250 personnes. Donc en fait, c'est quasiment de la stratégie au quotidien. Oui, c'est une stratégie au quotidien. C'est ce que tous les chefs d'entreprise appelleront la vie de tous les jours. Moi, je l'appelle effectivement une stratégie au quotidien, et je pense que tous mes confrères ici le diront. Tous les jours, on regarde un petit peu comment les choses se passent et on réaffine. On se doit d'être agile. C'est ce que je disais dans les mots qui peuvent caractériser le fonctionnement de tout chef d'entreprise et que je pense
nous caractérise au niveau de Resalia, c'est qu'on a nécessité à être agile autant dans l'écoute que l'on peut avoir auprès de nos équipes que dans l'écoute des prémices ou des évolutions du marché qui nous accompagnent et sur lesquelles on intervient. Est-ce que tu as quand même posé une stratégie à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans? Aujourd'hui, oui. J'aurais posé la question et ça fera peut-être l'objet de développement plus tard dans la table ronde. Une fois que l'on a retravaillé sur les fonds propres de l'entreprise et que l'on a du coup pérennisé, sérénisé, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs sérénisé, mais tout le monde le comprendra, une certaine partie du corps de l'entreprise, on peut de nouveau se projeter vers l'avenir, là où en amont, on cherche plus à sécuriser le présent. Alors, on touche le financement, quelle démarche? Vers qui? Comment tu pratiques? Alors, comment on pratique aujourd'hui? Alors, la boutade tout à l'heure du il faut se diplômer pour être écouté des financeurs, j'ai eu en tant qu'entrepreneur nombre de portes qui sont fermées parce que, alors sans doute je ne m'y prenais pas de la bonne façon, ou j'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais lorsque je me présentais avec mes business plans qui étaient les mieux écrits possibles, les mieux accompagnés possibles, avec les cabinets d'expertise comptable qui nous accompagnaient, assez régulièrement, j'avais le sentiment de ne pas être écouté parce que j'étais pas du cru. J'utilisais sans doute pas les bons termes. Donc, formation aidant, la première des choses a été de pouvoir parler, entre guillemets, d'égal à égal, et de comprendre plus facilement quand on parlait de VE, quand on parlait de choses de ce style, moi qui n'étais absolument pas comptable à la naissance et qui avait, comme beaucoup qui n'avaient pas suivi de formation, un peu de difficulté à comprendre ce qu'était un bilan. J'étais capable de voir sur le compte quand on était dans le rouge, ce qui arrivait malgré tout de temps en temps, et quand on était dans le vert, mais j'avais du mal effectivement à projeter les choses et à comprendre toutes les interactions qui pouvaient avoir lieu, et donc présenter au mieux les évolutions, les projets que nous avions à présenter. Donc première chose effectivement, cette formation, et la deuxième chose, c'est d'avoir des partenaires qui vous crédibilisent quelque part, qui ont un regard, qui sont capables de vous expliquer certains des éléments auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, et puis qui ont aussi, ça s'appelle sans aucun doute le réseau, une carte de visite qui facilite les choses. D'accord. La rencontre avec NCI? Alors c'est ce qui est marrant, c'est un banquier, donc effectivement toujours la difficulté du chef d'entreprise, on a besoin de nos banquiers, mais ils nous disent à mon sens bien trop souvent non, et pas assez souvent de réponses positives. Pour autant, c'est un banquier qui, voyant le sujet qui était le nôtre de pérennisation de nos fonds propres, et puis de sortie d'un actionnaire minoritaire, puisque c'était l'objet à ce moment-là, qui nous a présenté NCI, et la réactivité a été à l'échelle de ce que j'imagine et de ce que j'aime pouvoir faire en termes de réponse et d'agilité ou de compréhension du marché, puisque en l'espace de... Alors je ne vais pas vendre d'un pôle d'ours pour les projets futurs d'Anne-Cécile, j'en suis désolé, mais en l'espace de moins de 4 mois, l'opération était montée, closée, ils étaient au capital, le minoritaire était sorti, allais-je dire, et on pouvait se projeter de nouveau vers l'avenir. Mais comme le disait tout à l'heure Hubert de Germay, c'était projet marché qui devait aussi faire tilt, j'imagine, qui devait forcément inspirer. Il faudra leur demander. J'ai fait un acquiescement de Anne-Cécile. Merci. Les mots-clés principes, donc tu as dit agilité, mais on a parlé d'autre chose aussi. Alors agilité, sans aucun doute, écoute aussi, puisque je pense qu'on a tous, en tant que chef d'entreprise, la vision de ce que l'on veut faire de notre entreprise. On a une certaine partie d'intuition par moment. On a l'expérience de ce que l'on fait, mais je pense qu'une grande majorité, et c'est le cas nous concernant par rapport aux projets qui sont ceux qui nous mènent, une grande majorité des projets que l'on peut mener l'est aussi parce qu'on essaye d'apprendre aussi les personnes qui travaillent avec nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est formé tous les jours et que je suis formé tous les jours parce que j'ai beaucoup de sachants qui travaillent avec moi et certains qui savent bien mieux que moi. Toujours sensible aux événements changeants, aux opportunités du marché. Restez agile. Merci. Merci Stéphane. On va passer à Manuel Colas. Donc Manuel Colas, 42 ans. Bonjour Manuel. 42 ans, une femme, 2 enfants, 10 et 8 ans, et d'origine de Normandie, Mont-Saint-Aignan. Alors, j'ai plutôt qualifié Manuel d'un repreneur en herbe. De formation initiale à l'école de commerce
UBS, non, IBS, EBS, bon, Europe Business School à Paris, plus 18 mois en Angleterre, salarié 8 ans en tant que consultant chez Capgemini, il passe ingénieur d'affaires vers une clientèle d'assurance solutions informatiques, où il lâche au bout de 8 ans, un peu marre aussi. Ça me gonflait, me dit-il. De culture et de famille commerçant, un peu entrepreneuse, tu n'as rien sans rien. Je ne l'ai pas inventé, il a regardé ce que c'était de reprendre une entreprise en adhérant au CRA. C'est les cédants et repreneurs d'affaires. Il fait partie d'un groupe de travail, il convient avec un associé via un pacte d'actionnaires de reprendre une entreprise de distribution de pierres naturelles pour un aménagement extérieur. La fleur au fusil, toujours les expressions, il découvre le métier de chef d'entreprise, clientèle France et Europe. Puis 5 ans de remboursement plus tard, il rachète la totalité de l'entreprise et se développe. Il obtient même un G3+ de la Banque de France, principalement pour la gestion. Cependant, la vision stratégique se déclarant, il travaille avec une amélioration de sa segmentation client par anticipation de la loi LME, qui lui donnera raison en fait plus tard. Fin 2011, au bout de 10 ans et des tableaux financiers qui ronronnent, il prend 3 semaines de neige un mois de décembre qui lui casse son chiffre d'affaires à 0 pointé et ça le fait réagir. L'envie de changer aidant, il revend via toujours le CRA, toujours avec une bonne plus-value. Son envie de changer l'a aussi fait passer du produit-service à l'industrie, et c'est aujourd'hui la reprise de l'entreprise Dozelec à Falaise, avec un CA à l'export très faible. Déjà une idée peut-être? Donc Manuel, comment vois-tu l'entreprise et quelles idées viennent quand tu reprends une entreprise qui te paraît prometteuse? Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Je vais plus répondre sur Dozelec. Moi, Dozelec, quand j'ai eu le dossier de présentation de cette société, c'est une société, on va dire, un peu artisanale, qui avait un gros savoir-faire, mais en revanche, qui avait des lacunes en ce qui concerne les méthodes. Et voilà, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, de conserver ce savoir-faire et d'ajouter des briques nouvelles. Comme effectivement, moi j'avais eu l'expérience de l'import-export, j'avais vécu à l'étranger, c'était quelque chose sur lequel je pouvais appuyer, et d'autres briques un peu plus techniques ont été avancées aussi. Historiquement, la société faisait 5% de son chiffre d'affaires à l'export, alors qu'en moyenne, sur notre segment de marché, on tourne à 60 à 70% d'export. Donc il y avait des leviers de croissance qui étaient intéressantes, et c'est pourquoi je me suis positionné sur ce dossier-là. Alors, quand tu as repris, vous étiez combien? Quand j'ai repris, en juillet 2014, il y avait 30 salariés. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est 44 salariés. Grâce à l'export, entre autres? Alors donc on va se trouver ensemble pendant quelques 2 heures en tout. Je vous appelle à couper les portables comme d'habitude. Ce soir c'est une soirée sur la croissance qui a ses recettes. On va essayer de modifier notre façon de voir les choses pour s'appliquer à revoir notre approche sur le développement de l'entreprise et de la vôtre en particulier. Donc à côté de moi Michel Collin, président de la Chambre qui vous accueille. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à la Chambre de commerce de Caen-Normandie dans cette maison des entreprises. Donc quand je pense que c'était avant l'été, on a partagé un déjeuner avec mon ami Jean-Pascal Torel qui est là, et puis Jean-Marc Buchet, donc, qui est le directeur d'NCI. Ils m'ont présenté ce projet de stratégie. Effectivement, le constat, c'est que le climat est un peu morose, que souvent les entreprises n'ont pas le recul nécessaire ou parfois pas les moyens d'entamer une démarche de stratégie. Et leur proposition a été séduisante et nous avons décidé donc d'organiser cette soirée autour de la croissance et ses recettes, donc principalement la stratégie et le financement. Donc c'est organisé, bien sûr, cette soirée par la Chambre de commerce, le cabinet d'expertise PTBG, la société de conseil en stratégie ALUD et l'acteur du capital investissement régional avec MC.
Donc la soirée va se dérouler en 3 temps. Il y a une conférence et table ronde qui va poser la problématique et les enjeux. L'intérêt, c'est qu'on va voir le témoignage direct de chefs d'entreprise qui ont déjà défini une stratégie dans leur propre entreprise et qui feront part des difficultés, des enjeux, etc. Je pense que ça sera très intéressant. Deuxième temps, 2 ateliers en simultané. Donc l'un sur la stratégie avec les témoignages et présentation d'outils pratiques, et l'autre sur le financement et plus particulièrement la levée de fonds et le crowdfunding. C'est pour ça que nous avons une salle à côté. Je reviendrai sur les outils pratiques parce qu'effectivement, on a eu souvent tendance à penser que la stratégie était dévolue aux grosses entreprises avec des gros moyens. Et là, ce qui va être présenté et l'intérêt de la démarche, c'est que ça puisse s'adresser à de la PME et donner accès aux PME, leur donner les moyens d'entreprendre une stratégie. Alors stratégie, parce que c'est nécessaire quand on vit le présent et qu'on doit développer son entreprise. Mais ce qui m'intéressait aussi, moi je trouvais, c'était une stratégie qui permet d'avoir une lecture de l'avenir, alors que souvent, et notamment dans le cadre de transmission, on donne les 3 derniers bilans, c'est-à-dire on donne le passé. Et en fait, le passé, c'est qu'une partie de l'histoire de l'entreprise, et ce qui est intéressant, c'est de donner éventuellement la trajectoire de façon à faciliter la reprise. Ça aussi, je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant. Donc évidemment, le 3e temps, ce sera un espace d'échange, un forum pour échanger avec les intervenants. Et comme ce sera accompagné d'un cocktail, je pense que ce sera une phase qui ça va aider. Sera assez satisfaisante pour tout le monde. Alors ce que je voudrais remercier, c'est Jean-Pascal Torel et Morgane Marc, donc du cabinet PTBG, Yves Guyel de la société Aliud, Hubert de Germay qui est ici avec Anne-Cécile Guiton d'NCI, Nicolas Brige et Julien Aubert d'Oseville de la Cécilicon, je peux les saluer pour leur travail, et puis remercier surtout les chefs d'entreprise qui sont venus de leur implication, et donc Manuel Colas de Dosselec, Jean-Philippe Dole du groupe Candor, Victor Cobourg de marchéprivé.com, Daniel Bizenia de DPEG, Frédéric Viguier de Didactique et Jérôme Potret de Cotentin Étiquette. C'est un peu fastidieux de citer les gens, mais je crois qu'il faut remercier ceux qui participent. Je voudrais juste terminer pour prêcher pour notre paroisse et vous rappeler que du 20 octobre au 2 novembre, il y a des élections consulaires. Alors je n'ai pas à faire de prosélytisme pour des candidats ni des listes. D'ailleurs, la solution est beaucoup plus simple que ça, parce que sur notre sort, nous n'avons qu'une liste, puisque les syndicats professionnels de la Chambre de commerce se sont mis d'accord autour d'un programme et de noms, 28 noms qui vont se présenter à vos suffrages pour vous représenter au sein de la Chambre de commerce. Mais c'est important de savoir qu'il faut quand même se mobiliser, même si vous avez qu'une liste. Il suffit qu'il y en ait un parmi vous qui vote pour la liste passe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'auprès des pouvoirs publics ou auprès des collectivités avec lesquelles nous travaillons, il est beaucoup plus intéressant d'être représenté par 18% de chefs d'entreprise que par 12, ou si on avait 20 ou 22, ce serait encore mieux, et les élections professionnelles ne suscitent pas toujours beaucoup de vocations. Donc, soyons au-dessus de la CGT et de la CGT, faisons mieux, votez pour les chefs d'entreprise qui vous représentent. Voilà, et je vous souhaite une excellente soirée, et donc je passe à la conférence et tableau. Merci, Président. Bon, je me présente aussi rapidement, Christophe Guillouet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un collaborateur de la Chambre. Quelques précisions sur le déroulement de la soirée, pour être encore plus dans les timings. On va d'abord prendre un temps pour poser le contexte et la thématique d'une dizaine de minutes, puis table ronde
place à nos 5 témoins dans un premier temps pour 35 minutes, suivi d'une mini-conférence avec Alioud et Guillol. Enfin, aux alentours de... Je recherche l'horaire. C'est du live. Vers 18h40 environ, on va se séparer en 2 groupes. Il y aura un groupe ici sur les fonds propres et un autre groupe sur la stratégie pour travailler sous forme de workshop. Puis on se retrouvera ici juste avant de ressortir à nouveau pour le forum. Un peu de mouvement. La soirée doit vraiment être sous l'angle de l'échange et de la façon de parler la plus directe. Donc c'est comme ça qu'on l'entend. Vous serez amené à bouger, à vous exprimer, et vous en aurez pour toute la soirée. Ça sera également un programme assez serré et timé. Il y a finalement beaucoup d'intervenants et très peu de temps, donc on leur a demandé à tous d'être concis. Et je leur ai même exprimé qu'ils pourraient ressentir un sentiment de frustration, parce que quand on passe beaucoup de temps pour quelques minutes, ça peut être le cas, mais vous serez entendus à toutes ces occasions. Voilà, donc j'appelle Jean-Pascal Torel, associé PTBG, et Hubert de Germay, directeur associé de NCI, pour nous présenter le contexte et la thématique. Bonsoir à tous. Michel, merci beaucoup pour ce mot d'accueil, qui était très sympathique de ta part. Merci de nous avoir permis d'organiser cette soirée. Voilà. Hubert de Germay, on va tous les deux lancer cette conférence. Donc la stratégie et le financement du développement nous semblent constituer les principaux leviers de la croissance de demain. Ainsi, les études montrent que 80% des sociétés en difficulté le sont en raison d'une défaillance de stratégie ou d'une mauvaise appréciation de l'environnement économique et financier, et que 40% des business models auront changé d'ici 5 ans. Ces évolutions sont liées notamment au développement de technologies disruptives telles que la digitalisation, l'impression 3D et la robotique de pointe, par exemple. Cela signifie qu'aucune entreprise n'est à l'abri de ces transformations. En conséquence, il nous semble nécessaire d'anticiper afin que ces risques, si l'on ne fait rien, deviennent des opportunités de développement. Il y a 20 ans, une entreprise pouvait peut-être se contenter d'être suiveuse pour se transformer, à condition toutefois d'avoir les moyens financiers pour revenir dans la compétition. Aujourd'hui, il est parfois trop tard lorsque l'on constate que son modèle économique a évolué. En effet, tout va très vite. Et comme on dit en stratégie, le concurrent le plus dangereux n'est pas celui que l'on voit, mais plutôt celui que l'on ne voit pas. Chez PTBG, en notre qualité d'expert comptable et de conseil des dirigeants d'entreprise, nous avons l'ambition d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'analyse de leur modèle économique. Pour réaliser ces missions, il nous paraissait nécessaire de disposer d'outils susceptibles d'être mis à disposition des entreprises pour mener à bien ces analyses. Dans ce contexte, nous nous sommes rapprochés de la société Alioud, filiale de NCI, dirigée par Yves Guillol, qui intervient notamment dans le conseil en stratégie pour nous accompagner dans l'élaboration d'outils et de méthodes d'analyse. De cette réflexion est née la matrice PME, ou plus précisément une matrice d'analyse de la performance des modèles économiques. Cet outil a vocation à formaliser et ainsi mieux comprendre le modèle économique de l'entreprise. Il permet d'accompagner le dirigeant dans sa réflexion stratégique en identifiant notamment les zones de risque et menaces propres au secteur d'activité, mais surtout d'identifier les opportunités qui peuvent se présenter. Les différentes missions déjà effectuées nous permettent d'en tirer les premiers enseignements suivants. Dans le cadre de nos interventions, le dirigeant doit s'extraire du quotidien pour réfléchir à sa stratégie. Il est toujours utile pour un dirigeant de formaliser son modèle économique. Cela permet notamment de le mûrir dans le temps et de le partager avec ses principaux collaborateurs. Nous avons pu, de façon très pragmatique avec le dirigeant, vérifier la cohérence de son ambition pour son entreprise avec sa stratégie, son plan d'action, sa démarche commerciale et son plan de formation, par exemple. Enfin, cette analyse fait émerger des questions et points à traiter qui sont parfois fondamentaux pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Chez PTBG, nous utilisons également cet outil à l'occasion de création et de transmission d'entreprise, d'élaboration de business plan et d'évaluation d'entreprise. Concernant la valeur d'une entreprise, celle-ci résulte directement de sa capacité
à dégager des résultats dans le futur, mais comment bâtir des résultats prévisionnels de bonne qualité sans avoir apprécié la pertinence du modèle économique de l'entreprise. Nous pensons que la matrice PME constitue un bon point d'entrée pour formaliser une réflexion stratégique. C'est véritablement un outil d'aide à la décision qui doit évoluer dans le temps en fonction des réflexions des dirigeants de l'entreprise. Cet outil mis en œuvre par les équipes de PTBG vous sera présenté par Morgane Marc dans l'atelier stratégie. Yves Gueule de la société Alioud sera également présent. Ces équipes interviennent en relais lorsqu'un approfondissement de la réflexion stratégique est nécessaire ou pour accompagner le dirigeant dans le cadre du déploiement d'une stratégie. Cette intervention vous sera également présentée dans cet atelier. Puis je voulais également remercier Yves Gueule et Jean-Marc Buchet, dirigeant de LCI, qui nous ont accompagnés dans le cadre de ces analyses. Voilà. Merci, je passe la parole à Hubert. Merci Jean-Pascal. Donc en effet, on voit bien qu'un outil de réflexion stratégique, c'est un outil pour un cabinet d'expertise comptable. Et donc pourquoi nous, investisseurs en capital, nous avons souhaité un jour créer Alioud, qui est une structure chez nous qui travaille sur ces sujets de la réflexion stratégique. Peut-être que, pour introduire mon propos, je voudrais tendre le cou à une idée reçue, c'est que rembourser de la dette d'acquisition, ça ne crée pas de valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est de développer une vision, c'est de savoir sur quel marché on se trouve, c'est d'avoir un projet. Et nous, actionnaires professionnels, nous finançons des projets, nous finançons une vision. Et cette vision, il faut la construire. Et donc le levier financier est d'une faible efficacité s'il ne s'appuie pas sur une vraie vision. Donc pour nous, le levier le plus puissant, c'est la réflexion stratégique. C'est la meilleure façon pour nous de créer de la valeur. C'est la meilleure façon que nous avons de faire notre métier d'actionnaire. Donc c'est assez évident pour nous de promouvoir des outils de réflexion stratégique. Alors, cette réflexion stratégique, elle pose, et notre expérience nous le montre tous les jours, elle pose 3 difficultés. La première, c'est la question du temps. La deuxième, c'est la question des données réelles ou factuelles. Et la troisième, c'est la question que j'appelle, moi, des regards croisés. Le temps, c'est difficile pour un dirigeant de s'extraire de l'action, de prendre du recul, de se concentrer sur des sujets qui ne sont pas immédiatement opérationnels. Voilà, c'est difficile, vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est évident. La question des données réelles, c'est également une difficulté, puisque finalement, vous, dirigeants, vous avez tous une vision, vous avez une conviction, voire une intuition, mais tout ça, qui peut être extrêmement moteur, extrêmement fort, il nous faut l'éclairer, l'enrichir par des données réelles. Il y a un moment où ce big data, comme on dit chez nous, ce corpus de données dans les entreprises, il faut le traiter, l'extraire, le trier pour en sortir des enseignements et venir enrichir et éclairer cette réflexion du dirigeant. C'est évident. Et c'est une des difficultés. Et la troisième difficulté, c'est les regards croisés, parce que tout ce travail que vous devez faire, vous comme dirigeant, vous ne pouvez pas le faire tout seul dans votre bureau, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'enrichir votre réflexion avec des avis extérieurs, avec des regards croisés, avec des gens qui, autour de la table, voire même ont une position d'indépendant. Moi, je dirige une structure d'administrateurs indépendants qui promeut l'administrateur indépendant justement dans ses organes de réflexion. Et je pense que ça, c'est aussi extrêmement précieux. Voilà. C'est évident que nous, investisseurs, on s'intéresse à ces sujets. Voilà les difficultés qu'on rencontre. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer Alioud. Et c'est vrai qu'Yves vous le présentera naturellement de façon beaucoup plus complète. Et Alioud, on l'a créé parce que, d'abord, face à ces difficultés, il n'y a pas vraiment de réponse en région. Les structures de conseil en stratégie pour les PME, il y en a peu en région. En fait, ce sont des structures parisiennes. Et les budgets d'intervention sont en général hors de portée des PME. Et donc, on a créé cet outil à la fois pour répondre aux besoins des entreprises de notre portefeuille, pour capitaliser sur un savoir-faire qui nous paraît important, et parce qu'il n'y avait pas d'offre. Voilà, très rapidement pour présenter un peu notre propos de ce soir. Merci Hubert de Germay, merci Jean-Pascal Torel. Je vous invite à reprendre vos places.
On va poursuivre maintenant avec les mini-tables rondes. Alors, une stratégie pragmatique et le bon financement, c'est des ingrédients pour une bonne recette. J'invite nos 5 témoins à venir me rejoindre pour qu'on puisse en parler. Jean-Philippe Doll, Manuel Colas, Daniel Bizenia, Victor Gaubourg et Sébastien Blondeau. Je vais vous prendre un ou deux micros. Alors on part pour environ 30-35 minutes. Il y a 5 personnes, ça fait un timing un petit peu serré, mais on va le faire. Alors pour arriver à gagner un peu de temps, j'ai anticipé avec eux une présentation de chacun, et on travaillera et on échangera surtout sur ces 2 volets, stratégie et financement, comment ils ont pratiqué. Là encore, essayons de trouver des exemples et de se repérer parmi eux. Alors le premier, puisqu'on a choisi en fait l'ordre alphabétique, alors c'est Daniel Bizenia, que je vais présenter, 53 ans, marié récemment avec ses 2 enfants, 19 et 16 ans, et d'origine de Falaise. Un gars de Falaise, comme on dit par là-bas, mais c'est aussi un autodidacte bac-3, comme il aime à se présenter. En effet, de formation CAP VEP électromécanique à Falaise en 81, il débute salarié à Paris 6 ans en tant qu'électricien machine dans une entreprise qui fabriquait des prototypes de voitures. Puis changement de voie pour aller monter des pneus sur les circuits moto. C'est un passionné, une 50aine par week-end, il me racontait. Ça lui a permis de faire le tour de l'Europe et de parler anglais, parce que l'anglais à l'école, c'était pas ça. Début 89, crise et restructuration des entreprises industrielles. Son contrat n'est pas renouvelé chez Dunlop. Il rentre alors chez SPIE pour être conducteur de travaux en électricité. Mais sur un coup de j'en ai marre, en 1993, il quitte SPIE pour démarrer son entreprise avec une camionnette et une boîte à outils. Tout seul au début, il a commencé à embaucher et petit à petit, son métier change. Même s'il tient à ses chantiers, force est de constater qu'il faut se poser et s'organiser. Il décide alors de sortir de chez lui pour rencontrer les autres. Il fait plateau à CCI, sorte de formation club d'entrepreneurs, rencontre du monde. Il embauche alors un technicien en bureau d'études et développe le faire pour ne plus faire. Il grandit, expérimenté du management durant 4 ans chez SPIE, ça lui a permis d'organiser son entreprise et l'embaucher. Sa croissance s'est faite assez rapidement. L'entreprise a aujourd'hui 16 salariés auxquels s'ajoute avec lui sa nouvelle femme qui est avec nous puisqu'ils se sont mariés récemment. Isabelle, elle vient de se marier après 25 ans de mariage, de vie commune, pardon. Alors Daniel, on sait tout de toi maintenant. Le volume des marchés a explosé, on va revenir sur le contexte. Sur quel marché aller? Marché public, particulier, professionnel? Que fais-tu? Non, de toute façon, il faut toujours s'adapter parce que le marché bouge en permanence. Donc effectivement, les marchés sur lesquels on travaillait il y a 10 ans et les marchés sur lesquels on va travailler demain vont complètement être différents. Et effectivement, quand on parle de stratégie, c'est surtout à nous de les envisager et aller au maximum sur les marchés qu'on appelle niche, quoi. Alors comment tu t'y es pris? C'est quoi ta méthode? Ma méthode, c'est par moment prendre du recul, poser les valises, comme on dit, et puis, je dirais, s'étayer sur ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, et surtout éviter d'aller dans le mur, quoi. Mais encore, comment fais-tu? Comment on fait? Non, le petit secret, il y a déjà les tableaux de bord, je dirais mensuels, parce que j'aime bien savoir où je vais. C'est clair que j'ai été habitué à travailler comme ça et je pourris un petit peu la vie à tout le monde au sein de l'entreprise quand j'ai pas mes tableaux de bord. Je dirais après le 20, une fois que la TVA est faite, une fois que toutes les factures sont rentrées, et voilà. Donc là-dessus, j'avoue que je suis pas toujours facile à gérer de ce côté-là, mais bon, aujourd'hui, sans gestion, on va nulle part, et voilà, quoi. Alors une fois que tu as tes tableaux de bord, qu'est-ce que tu en fais? J'analyse comme tout le monde déjà, voir où c'est qu'on en gagne, où c'est qu'on en perd, parce qu'on fait pas. Non. C'est vrai qu'il y a des fois où on ne fait pas non plus que de gagner de l'argent, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Et puis, je dirais aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer le maximum, malgré tout, d'anticiper et sélectionner les marchés, même si on s'est trompé, on voit effectivement, quand on fait les déboursés de chantier, peut-être prendre un petit peu de recul et dire, ces clients-là, on va peut-être essayer d'y aller un petit peu moins et essayer d'aller sur d'autres, quoi.
Alors, on a parlé de marché privé, de marché public. Quel choix? Tu as fait un choix? Non, on fait les deux. On fait les deux. C'est vrai qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui sur le... On a la chance, nous, dans l'entreprise, d'avoir une grosse clientèle privée. Le marché public, déjà, de lui-même, c'est un marché qui s'est complètement appauvri parce qu'on sait très bien aujourd'hui, les finances publiques, elles ont déjà quand même sérieusement réduit. Plus ça ira, plus ce sera difficile. On est quand même sur des marchés énormément concurrentiels qui nous mangent aussi beaucoup de temps en administratif, avec des contraintes aussi de paiement, des fois à perte de vue sur certains chantiers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'aller sur ces marchés-là? Effectivement, on est toujours obligé d'en faire, parce qu'il faut quand même aussi faire du volume par rapport à tout ça. Donc, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que je préfère, moi, continuer à travailler et puis à pérenniser aujourd'hui ma clientèle privée, quoi. Est-ce qu'il y a des moments dans ces réflexions où les décisions sont dures à prendre? Bien sûr, parce qu'il y a des moments, on a beau, je dirais, on est souvent aussi seul, comme beaucoup de chefs d'entreprise, faut pas rêver dans les PME. Quand on est dans des gros groupes, on a en place des DRH, on a des chefs de secteur, on a tout ça, mais quand on est au sein d'une toute petite PME, voilà, c'est, je dirais, il y a des moments où on est seul, et c'est bien aussi de pouvoir avoir des relations avec d'autres gens, avec d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que nous, et puis voilà, quoi. 16 salariés, tu as un encadrement qui t'accompagne, tu délègues? Oui, alors je délègue, même si, alors effectivement, déléguer, c'est un métier qui n'est pas facile. Et il faut aussi des fois, parfois, apprendre, je dirais, surtout accepter que les choses ne vont pas être faites comme nous on les souhaite. Alors c'est vrai qu'il faut toujours avoir un œil sur le résultat, parce que finalement, il y a quelque part que le résultat qui compte. Il y a aussi effectivement la manière, mais c'est vrai que c'est pas... Moi je suis d'une génération, on sait que déléguer, c'est pas forcément facile, et je dirais aujourd'hui, maintenant j'essaye de le faire de plus en plus. La preuve, c'est que chez moi aujourd'hui, j'ai plus de bureau, quoi. D'accord, donc aujourd'hui tu arrives à dégager du temps et tu prévois des choses peut-être? Voilà, je vais me dégager du temps, donc la nature a horreur du vide. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'investir dans d'autres marchés, dans un autre métier. Et puis voilà, quoi. Donc on va passer de l'électricité à la cuisine. Ça va changer, la cuisine, la vente de vin. Donc on va faire une autre activité. Mais voilà. Tu garderas encore l'entreprise d'électricité? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. J'ai mis, moi, justement, des gens en place pour pouvoir garder cette entreprise. Donc de toute façon, je serai toujours le chef d'entreprise de cette entreprise, mais le fait d'avoir justement la stratégie, c'était de mettre des gens en place pour faire, je dirais que même ne serait-ce que pour la revente de l'entreprise plus tard, il faut que l'entreprise elle puisse marcher quand nous on n'est pas là, quoi. Très bien, Daniel, on va conclure avec les mots-clés. J'ai demandé mots-clés et principes à retenir. Qu'est-ce qui te guide en général? Oh, les mots-clés, je vais dire têtu. Ça, c'est quand même un gros mot-clé. Et puis après, faut jamais rien lâcher dans les affaires. Ça aussi, c'est des choses impératives. Et puis voilà, quoi, c'est... J'ai plutôt entendu ténacité que têtu. Ouais. Les deux. C'est vrai que j'aime pas lâcher, ne serait-ce que quand on est sur les affaires, oui, je lâche pas facilement, j'aime pas perdre. Entendu, puis toujours faire confiance, même si ça joue des tours, c'est ce que tu m'as avoué. Ouais, c'est vrai, non, mais de toute façon, on va nulle part sans confiance, on a beau avoir plein de choses, on est avant tout des hommes, et moi je travaille avant tout avec les hommes, et effectivement, je fais encore partie de ces gens, ces chefs d'entreprise, oui, où on travaille encore avec la confiance, et c'est ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est que le fait de travailler avec la confiance, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une grosse clientèle privée qui aujourd'hui me fait toujours confiance depuis plus de 20 ans. Merci Daniel. On va passer à Stéphane Blondeau, ça tombe bien, j'ai même l'ordre sous les yeux. Stéphane Blondeau, 44 ans, d'origine angevine. Alors lui, c'est plutôt notre self-made man entrepreneur. Parcours succinct, formation BTS Action Commerciale en 92. Stéphane, ancien professionnel de la musique, travaille en cuisine à l'étranger pour apprendre aussi l'anglais. Puis il travaille successivement comme salarié en informatique dans les télécoms chez AT&T, je l'ai bien dit, et dans la location de matériel pro, Kiloutou, puis en facility management chez Econome.
Il crée... Pardon ? Econocom, pardon. Il crée sa première société de sécurité et de gestion informatique à 28 ans, puis 6 ans plus tard, son souhait est alors de travailler pour les personnes âgées. Lors de son parcours pour promouvoir ses projets, il découvre qu'il faut être reconnu et diplômé pour améliorer l'écoute des financeurs. Il se forme et passe alors un executive MBA à Nantes en 2007. Il crée alors Resalia MS, entreprise de conseil à l'accompagnement des porteurs de projets d'aide à la personne. Exploitant ses multiples connaissances, son entreprise est sollicitée et amenée à prendre place dans la gestion d'établissements médico-sociaux en tant que service externalisé. Quand on lui pose la question de formation complémentaire, j'ai posé à tout le monde, il répond « je me forme tous les jours ». Alors aujourd'hui, Resalia poursuit son activité de conseil professionnel et d'accompagnement avec une équipe sur la gestion, sur la santé la gestion et de la santé d'une dizaine de salariés, ça c'est l'activité conseil. Il détient plusieurs établissements propres et il gère d'autres établissements ayant des autorisations d'exploitation en Normandie et dans les Pays de Loire. L'ensemble représente maintenant plus de 250 salariés. Alors Stéphane, 2 questions. On y va, je crois que ton micro est éteint. Non, ça marche. Bonjour. Bonjour. 2 questions sur la stratégie. Comment pratiques-tu ? Tu m'as parlé de réaction stratégique et de décision stratégique. Je me trompe ? Oui, non, ce qui ne te trompe pas. La réaction stratégique, peut-être tout simplement parce que quand on est chef d'entreprise, la plupart du temps, on essaye de planifier un maximum de choses. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la plupart du temps aussi, ça se passe dans les moments où on est tranquille. En voiture, sous la douche, bref, dès qu'il y a un instant de disponible, on planifie et tout va bien tant que le plan se suit correctement. Sauf que les plans les mieux écrits ne se suivent pas toujours de la bonne façon, et assez régulièrement, il faut pouvoir réagir, se repositionner, et c'est ce qui nous arrive aussi au sein de Resalia, même si on est sur un environnement, le médico-social, qui est quelque chose qui est largement structuré, largement contrôlé. On a besoin tous les jours de pouvoir réagir, parce qu'on travaille avec de l'humain et pour de l'humain, et certaines fois, que ce soit dans la vision que l'on avait de ce que l'on veut réaliser, et dans les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir le réaliser, on doit revoir notre positionnement et on est en mode réaction. Donc se remettre en question régulièrement. C'est ce qu'on fait effectivement tous les jours. Comme je le disais, l'humain a ça de génial, c'est que ça n'est pas un robot. On en parlait tout à l'heure avec quelques-uns dans la salle. L'avenir de notre métier sera peut-être effectivement accompagné par de la robotique. Donc c'est une richesse aujourd'hui, mais c'est une des complexités que d'avoir à travailler pour 300 ou 400 personnes, mais avec 250 personnes. Donc en fait, c'est quasiment de la stratégie au quotidien. Oui, c'est une stratégie au quotidien. C'est ce que tous les chefs d'entreprise appelleront la vie de tous les jours. Moi, je l'appelle effectivement une stratégie au quotidien, et je pense que tous mes confrères ici le diront. Tous les jours, on regarde un petit peu comment les choses se passent et on réaffine. On se doit d'être agile. C'est ce que je disais dans les mots qui peuvent caractériser le fonctionnement de tout chef d'entreprise et que je pense nous caractérise au niveau de Resalia, c'est qu'on a nécessité à être agile autant dans l'écoute que l'on peut avoir auprès de nos équipes que dans l'écoute des prémices ou des évolutions du marché qui nous accompagnent et sur lesquelles on intervient. Est-ce que tu as quand même posé une stratégie à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans ? Aujourd'hui, oui. J'aurais posé la question et ça fera peut-être l'objet de développement plus tard dans la table ronde. Une fois que l'on a retravaillé sur les fonds propres de l'entreprise et que l'on a du coup pérennisé, sérénisé, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs sérénisé, mais tout le monde le comprendra, une certaine partie du corps de l'entreprise, on peut de nouveau se projeter vers l'avenir, là où en amont, on cherche plus à sécuriser le présent. Alors, on touche le financement, quelle démarche ? Vers qui ? Comment tu pratiques ? Alors, comment on pratique aujourd'hui ? Alors, la boutade tout à l'heure du il faut se diplômer pour être écouté des financeurs, j'ai eu en tant qu'entrepreneur nombre de portes qui sont fermées parce que, alors sans doute je ne m'y prenais pas de la bonne façon, ou j'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais lorsque je me présentais avec mes business plans qui étaient les mieux écrits possibles, les mieux accompagnés possibles avec les cabinets d'expertise comptable qui nous accompagnaient, assez régulièrement, j'avais le sentiment de ne pas être écouté parce que j'étais pas du cru. J'utilisais sans doute pas les bons termes. Donc, formation aidant, la première des choses a été de pouvoir parler, entre guillemets,
d'égal à égal, et de comprendre plus facilement quand on parlait de VE, quand on parlait de choses de ce style, moi qui n'étais absolument pas comptable à la naissance, et qui avait, comme beaucoup qui n'avaient pas suivi de formation, un peu de difficulté à comprendre ce qu'était un bilan. J'étais capable de voir sur le compte quand on était dans le rouge, ce qui arrivait malgré tout de temps en temps, et quand on était dans le vert, mais j'avais du mal effectivement à projeter les choses et à comprendre toutes les interactions qui pouvaient avoir lieu, et donc présenter au mieux les évolutions, les projets que nous avions à présenter. Donc première chose, effectivement, c'est la formation. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des partenaires qui vous crédibilisent quelque part, qui ont un regard, qui sont capables de vous expliquer certains des éléments auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, et puis qui ont aussi, ça s'appelle sans aucun doute le réseau, une carte de visite qui facilite les choses. D'accord. La rencontre avec NCI? Alors c'est ce qui est marrant, c'est un banquier. Donc effectivement toujours la difficulté du chef d'entreprise. On a besoin de nos banquiers, mais ils nous disent à mon sens bien trop souvent non, et pas assez souvent de réponses positives. Pour autant, c'est un banquier qui, voyant le sujet qui était le nôtre de pérennisation de nos fonds propres, et puis de sortie d'un actionnaire minoritaire, puisque c'était l'objet à ce moment-là, qui nous a présenté NCI. Et la réactivité a été à l'échelle de ce que j'imagine et de ce que j'aime pouvoir faire en termes de réponse et d'agilité ou de compréhension du marché, puisque en l'espace de... Alors je ne vais pas vendre la peau de l'ours pour les projets futurs d'NCSI, j'en suis désolé, mais en l'espace de moins de 4 mois, l'opération était montée, closée, ils étaient au capital, le minoritaire était sorti, allais-je dire, et on pouvait se projeter de nouveau vers l'avenir. Mais comme le disait tout à l'heure Hubert de Germay, c'était projet marché qui devait aussi faire tilt, j'imagine, qui devait forcément inspirer. Il faudra leur demander. Bon, j'ai un acquiescement de NCSI. Merci. Les mots-clés principes, donc tu as dit agilité, mais on a parlé d'autre chose aussi. Alors agilité, sans aucun doute, écoute aussi, puisque je pense qu'on a tous, en tant que chef d'entreprise, la vision de ce que l'on veut faire de notre entreprise. On a une certaine partie d'intuition par moment. On a l'expérience de ce que l'on fait, mais je pense qu'une grande majorité, et c'est le cas nous concernant par rapport aux projets qui sont ceux qui nous mènent, une grande majorité des projets que l'on peut mener l'est aussi parce qu'on essaye d'apprendre aussi des personnes qui travaillent avec nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est formé tous les jours et que je suis formé tous les jours parce que j'ai beaucoup de sachants qui travaillent avec moi et certains qui savent bien mieux que moi. Toujours sensible aux événements changeants, aux opportunités du marché. Restez agile. Merci. Merci Stéphane. On va passer à Manuel Colas. Donc Manuel Colas, 42 ans. Bonjour Manuel. 42 ans, une femme, 2 enfants, 10 et 8 ans, et d'origine de Normandie, Mont-Saint-Aignan. Alors, j'ai plutôt qualifié Manuel d'un repreneur en herbe. De formation initiale à l'école de commerce EBS, Europe Business School à Paris, plus 18 mois en Angleterre. Salarié 8 ans en tant que consultant chez Capgemini, il passe ingénieur d'affaires vers une clientèle d'assurance solutions informatiques, où il lâche au bout de 8 ans, un peu marre aussi. Ça me gonflait, me dit-il. De culture et de famille commerçant, un peu entrepreneuse, tu n'as rien sans rien. Je ne l'ai pas inventé. Il a regardé ce que c'était de reprendre une entreprise en adhérant au CRA. C'est les cédants et repreneurs d'affaires. Il fait partie d'un groupe de travail. Il convient avec un associé via un pacte d'actionnaires de reprendre une entreprise de distribution de pierres naturelles pour un aménagement extérieur. La fleur au fusil, toujours les expressions, il découvre le métier de chef d'entreprise, clientèle France et Europe. Puis 5 ans de remboursement plus tard, il rachète la totalité de l'entreprise et se développe. Il obtient même un G3+ de la Banque de France, principalement pour la gestion. Cependant, la vision stratégique se déclarant, il travaille avec une amélioration de sa segmentation client par anticipation de la loi LME, qui lui donnera raison en fait plus tard. Fin 2011, au bout de 10 ans et des tableaux financiers qui ronronnent, il prend 3 semaines de neige un mois de décembre qui lui casse son chiffre d'affaires à 0 pointé et ça le fait réagir. L'envie de changer aidant, il revend via toujours le CRA, toujours avec une bonne plus-value. Son envie de changer l'a aussi fait passer du produit-service à l'industrie, et c'est aujourd'hui la reprise de l'entreprise Dozelec à Falaise,
avec un CA à l'export très faible. Déjà une idée peut-être? Donc Manuel, comment vois-tu l'entreprise et quelles idées viennent quand tu reprends une entreprise qui te paraît prometteuse? Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Je vais plus répondre sur Dozelec. Moi, Dozelec, quand j'ai eu le dossier de présentation de cette société, c'est une société, on va dire, un peu artisanale, qui avait un gros savoir-faire, mais en revanche, qui avait des lacunes en ce qui concerne les méthodes. Et voilà, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, de conserver ce savoir-faire et d'ajouter des briques nouvelles. Comme effectivement, moi j'avais eu l'expérience de l'import-export, j'avais vécu à l'étranger, c'était quelque chose sur lequel je pouvais appuyer, et d'autres briques un peu plus techniques ont été avancées aussi. Historiquement, la société faisait 5% de son chiffre d'affaires à l'export, alors qu'en moyenne, sur notre segment de marché, on tourne à 60 à 70% d'export. Donc il y avait des leviers de croissance qui étaient intéressantes, et c'est pourquoi je me suis positionné sur ce dossier-là. Alors, quand tu as repris, vous étiez combien? Quand j'ai repris, en juillet 2014, il y avait 30 salariés. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est 44 salariés. Grâce à l'export, entre autres. On peut l'applaudir d'avoir fait un record également donné envie. Donc, on va passer à la deuxième partie animée en se retrouvant dans deux espaces. Avant de vous lever, je vous explique qu'il y a une salle ici qui est ouverte directement pour celles et ceux qui voudront aller en fonds propres. Pour aller travailler sur la stratégie, il faudra ressortir et re-rentrer juste à côté. Essayons de nous diviser à peu près de manière équilibrée. L'objectif est de à nouveau rencontrer des experts et de vous montrer concrètement des outils. Donc là, on pourra rentrer un peu plus dans l'échange, c'est cette partie-là qui est la plus intéressante. On est encore en mini-workshops. Ça pourrait durer quelques heures si on voulait vraiment aller jusqu'au bout. Là, on va se faire ça en 35 à 40 minutes pour qu'on ne soit pas trop en débord. À la fin de cette partie-là, on tentera un tout petit résumé en se retrouvant à nouveau dans cette grande salle pour très peu de temps, et ensuite on basculera au forum. Donc voilà, je vais appeler pour le workshop stratégie qui va sortir, je vais appeler les témoins Frédéric Viguier, qui est arrivé, je ne l'ai pas vu moi tout à l'heure. Il est là, Frédéric? Là-bas, d'accord. Frédéric Viguier, Jérôme Potré, que j'ai vu tout à l'heure, et puis Daniel Bizenia. En salle stratégie. Et puis dans l'autre financement, Jean-Philippe Doll, Stéphane Bondeau, et puis après, c'est les autres témoins qui veulent se rapprocher de l'une ou l'autre salle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous pouvez y aller. Vous avez dans les mains normalement un document avec ce petit document-là qui peut vous permettre de retrouver les thèmes.